Bonjour à tous et tous. Merci pour votre présence et bienvenue au webinaire sur les labels bioéquitables en Belgique. Je signale tout d'abord que l'événement est enregistré et sera disponible sur YouTube et sur les différents supports de communication de la Belgian Fairtrade Federation. Alors, la structure du webinaire est la suivante. Tout d'abord, voilà, je vais faire l'introduction. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Brasseur, je suis coordinateur de la Belgian Fairtrade Federation. Et je vais donc planter le décor à travers une introduction sur les labels. Ensuite, ce sera au tour de Cécile Enrard, qui est donc responsable de partenariat chez Fairtrade Belgium, qui va présenter ce label Fairtrade qui est donc orienté, comme elle expliquera, vers le nord-sud, le commerce équitable nord-sud, c'est-à-dire les produits du sud. À 15h20, on aura le plaisir d'entendre Nicolas Ancion, coordinateur du Prix Juste Producteur. Ici, on sera plus vers le commerce équitable nord-nord, vers les produits wallons et locaux. Et à 15h30, ce sera au tour de Margot Régnier de Bio Wallonie, qui travaille dans la réglementation bio, qui nous parlera du label bio. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les formuler via le chat, sinon il y aura des questions, un moment d'échange à 15h40. Alors, tout d'abord, je vais faire l'introduction par rapport à 4 questions que l'on peut se poser sur les labels de commerce équitable. D'abord, pourquoi est-ce qu'il existe autant de labels de commerce équitable sur le marché? D'abord, il faut savoir que tous ces labels, tous ces organismes labellisateurs ont été créés à des époques différentes. On prend l'exemple de Fairtrade qui s'appelait Max Havelaar, je pense qu'il a été créé dans les années 80, alors que d'autres labels sont beaucoup plus récents, comme le Prix Juste Producteur, qui était développé, qui était lancé en 2018, ou d'autres labels encore plus récents qui ont 5 ans ou moins. Il faut aussi savoir que les différents labels sont nés dans des milieux différents. Si on prend le cas du symbole producteur paysan, il était créé dans le milieu des producteurs, des petits producteurs d'Amérique latine. Le prix juste producteur, lui, a plus été créé dans le milieu de l'agriculture wallonne. Si on prend l'exemple de Biopartenaire, là, c'est plus dans le secteur du bio en France qu'il a été développé. Et donc, par rapport à tous ces concepts, toutes ces sont liées des valeurs et chaque label, chaque cahier des charges de label met l'accent, donne la priorité à certains aspects du cahier des charges plus que d'autres. Est-ce que son focalise plus sur le prix juste? Est-ce que se focalise plus sur l'aspect écologique? Est-ce que le label bio est obligatoire pour avoir certains labels ou pas? Et puis certains mettre la priorité plus sur d'autres aspects comme le long terme. Il y a aussi des différences d'approche au niveau technique. Si on prend l'exemple du calcul et de la définition d'un prix juste, donc ça, Cécile et Nicolas le diront mieux que moi, mais il y a des différences d'approche. Si on prend l'exemple du prix juste au niveau Fairtrade, eh bien, il est basé sur une liste des prix minimum qui est calculée régulièrement. Si on prend l'approche du label prix juste producteur, le prix juste est plutôt basé sur un calcul qui tient compte d'une rémunération minimum des travailleurs. On peut aussi citer le label Fair for Life qui calcule le prix juste en prenant le coût du marché mondial et en ajoutant 10%. Une autre raison, c'est aussi que certains labels ne couvrent pas tous les produits. Et je reprends ici encore les exemples avec nos invités. Comme je l'ai signalé, Fairtrade, Max Havelaar est orienté davantage sur les produits du Sud, alors que le prix juste producteur est orienté davantage vers les produits du Nord.
Deuxième question, un produit non labellisé respecte-t-il forcément au moins les principes du commerce équitable? Donc la réponse est non. Il existe des produits qui ne sont pas labellisés, qui pourtant sont des produits qui respectent les droits humains, qui respectent les droits de l'environnement, des produits vertueux, mais qui ne sont pas labellisés. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que certains ingrédients ne sont pas labellisables. Si on prend vraiment des ingrédients très spécifiques comme des baies de goji, par exemple, il se pourrait qu'ils ne figurent pas dans la liste des produits liés au cahier des charges de certains labels. Il y a un coût certain, un coût de licence, hein, que c'est encore une fois nos amis labellisateurs pourront parler mieux que moi, mais c'est un coût qui peut représenter de 1 à 2 du chiffre d'affaires, donc c'est assez onéreux. Ce n'est pas accessible à toutes les bourses, de même que la charge administrative qui est liée à la labellisation, étant donné qu'il faut tenir à jour certaines bases de données, qu'il faut consacrer du temps, de l'énergie, notamment pour les audits. Certaines organisations ne voient pas non plus de plus-value marketing par rapport à la labellisation. Donc, c'est le cas, par exemple, de grands chocolatiers qui proposeraient des grandes boîtes de chocolat, tout immaculé, des chocolats de luxe. Ils n'ont peut-être pas envie bien, de poser un label sur leur boîte de chocolat de luxe, un label qu'on verrait autre part, plus dans la grande distribution. Et puis, d'autres organisations ne sont pas forcément en accord avec la philosophie de certains points, de certains cahiers des charges, de certains labels. Ça peut arriver également. Ouais. Est-ce qu'il existe des produits, des filières, des acteurs du commerce équitable qui vont plus loin que le cahier des charges des labels? La réponse est oui. On peut différencier deux démarches différentes. Tout d'abord, les organisations qui font le minimum pour respecter le cahier des charges de label. Et puis, il y a d'autres organisations qui vont plus loin que ce qui est requis par le cahier des charges des labels, qui parfois vendent ou plutôt achètent le produit 50% plus cher que ce qui est indiqué euh, comme minimum pour être considéré comme prix juste. Et enfin, quatrième question, un produit labellisé équitable est-il forcément bio? Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre bio et équitable. La réponse est non. Cela étant, il faut savoir que bio et équitable vont de pair dans le sens où le respect de l'environnement est une des valeurs et un des 10 principes du commerce équitable. Il faut aussi savoir dans les faits que plus de la moitié des produits équitables sont labellisés bio. Donc voilà, il est 15h13 et je vais donner la parole à Cécile Enrard de Fairtrade Belgium. Je t'en prie. Merci Pierre-Yves. Je vais partager mon écran maintenant. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Enrard, je suis à la tête du département partenariat chez Fairtrade Belgique. C'est-à-dire qu'avec mon équipe, on est en contact direct avec les entreprises sur le marché belge pour les convaincre de travailler avec nous, mais aussi d'étendre les activités des partenaires existants à l'heure actuelle. Donc, je vais vous présenter Fairtrade en 10 minutes. Je vais essayer d'être brève pour que vous puissiez avoir un bon aperçu de ce que nous faisons. Donc, comme Pierre-Yves le mentionnait, Fairtrade existe depuis la fin des années 80. Initialement, on s'appelait Max Havelaar. Maintenant, en Belgique, on s'appelle Fairtrade Belgique. Et donc, il y a presque 40 ans qu'on existe et il y a 40 ans, on était vraiment des précurseurs dans le commerce équitable et dans l'établissement d'un label qui apportait certaines garanties à la fois pour les producteurs et pour les entreprises qui travaillaient avec ce label. Donc, on est en fait une organisation internationale qui va relier à la fois les producteurs qu'on retrouve dans le sud. Nous, on travaille principalement sur les chaînes d'approvisionnement de bananes, café, cacao,
mais on est aussi actif dans d'autres types de communautés comme le sucre de canne, le textile, donc le coton, ou les fleurs, par exemple. Et donc, on est une organisation qui regroupe les réseaux de producteurs. Donc, ce sont les pays en bleu sur la carte. On a un réseau de producteurs en Afrique, Fairtrade Africa, la CLAC en Amérique latine et la NAP en Asie-Pacifique. Et on a dans ce qu'on appelle le Nord des organisations Fairtrade nationales comme Fairtrade Belgique. Et donc, nous, les organisations Fairtrade nationales comme Fairtrade Belgique, on va faire le lien avec les producteurs du Sud et on va chercher des marchés pour que les commodités puissent être achetées aux conditions Fairtrade, conditions sur lesquelles je reviendrai plus tard. Donc, on est un organisme international et on agit au niveau local de deux manières différentes. Premièrement, on est présent sur le terrain dans le Sud, donc on accompagne les coopératives et les producteurs. On les accompagne à devenir Fairtrade et à rester Fairtrade, puisque être certifié Fairtrade, ça veut dire qu'il faut il faut suivre un cahier des charges assez important. Et nous allons, grâce au réseau de producteurs, soutenir les coopératives dans ce sens-là. Donc ça, c'est une partie de notre travail. L'autre partie, c'est notre présence au niveau national. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à convaincre une entreprise de travailler avec nous, on va aussi l'accompagner dans cette transition. On va aussi proposer des formations en interne pour que l'ensemble de l'entreprise comprenne la démarche de cette entreprise et puisse aussi expliquer Fairtrade et cet engagement Fairtrade auprès de leurs propres clients ou auprès de leur entourage. En Belgique, on est une équipe d'une petite vingtaine de personnes. On travaille à la fois travailler à convaincre les entreprises à travailler avec nous, mais on a aussi, par exemple, un département communication qui va aider les entreprises à communiquer sur cet engagement-là. Et on met aussi en place des campagnes propres pendant la semaine du commerce équitable en octobre. Et ici, depuis cette année, on a la campagne February qui se passe en février, où on va aussi communiquer de manière nationale sur les marques qui se sont engagées à travailler avec nous. Fairtrade est à la fois une ONG et un label. Donc, on est une ONG parce qu'on fait aussi du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va aussi au niveau national, mais aussi au niveau européen, on va plaider pour les producteurs. Donc, on va veiller que dans chaque loi ou directive européenne qui est mise en place, que la voix des producteurs ne soit pas oubliée. Donc, ça, c'est un volet de notre travail. Aujourd'hui, on va parler surtout du volet du label et je vais vous expliquer un peu plus ce qui se cache derrière notre label. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que pour les entreprises, travailler avec un label, c'est en fait un premier pas plutôt facile. Je le mets toujours entre guillemets parce que Pierre-Yves l'a mentionné, il y a quand même une charge administrative et une charge financière qui est liée à ça, mais c'est un premier pas facile pour faire de la durabilité. Certaines entreprises décident de faire des cahiers des charges eux-mêmes, faire le suivi eux-mêmes. C'est aussi une bonne démarche. Nous, on offre un système plus ou moins clé sur porte, ce qui permet aux entreprises de suivre un cahier des charges, d'être auditées et d'être certifiées et labellisées Fairtrade. Notre label, elle met la latte à un certain niveau. On est assez exigeant et donc notre niveau d'exigence, il est subdivisé en plusieurs sections. Premièrement, on travaille avec des prix justes. Quand on regarde dans l'ensemble des labels qu'on trouve sur le marché, il y a peu de labels qui osent parler du prix, c'est-à-dire du revenu du producteur. Et pour nous, c'est vraiment un élément essentiel parce qu'on est intrinsèquement convaincu que la pauvreté est en fait la base de tout un tas d'autres problématiques. Quand on n'a pas un revenu correct, quand on vit dans la pauvreté ou dans l'extrême pauvreté, ça induit de la malnutrition. On ne sait pas mettre 3 repas par jour sur la table. Ça induit que si on regarde un producteur de cacao, il a une parcelle de terre, mais il n'a pas assez de rendement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux options. Soit il va faire de la déforestation pour étendre sa surface, soit il va utiliser des produits qui vont à court terme augmenter sa productivité, mais à long terme va avoir vraiment un impact négatif sur la nature et sur la biodiversité. Donc, s'ils n'ont pas un revenu décent pour le travail qu'ils font, automatiquement, ça va amener tout un tas d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on a deux mécanismes très importants. C'est le prix minimum Fairtrade et la prime Fairtrade.
Le prix minimum Fairtrade, il est en fait d'application quand les prix du marché sont en dessous de ce prix minimum. Donc, la barre verte, c'est la barre du prix minimum Fairtrade. Quand le prix du marché est au-dessus du prix minimum, le producteur, donc producteur de cacao ou de café, touche le prix du marché. Si le prix du marché s'effondre et passe en dessous du prix minimum Fairtrade, alors il a la certitude d'au moins recevoir le prix minimum Fairtrade. On peut vraiment voir ça comme un filet de sécurité. Donc un prix minimum Fairtrade qui va dans les mains du producteur. Ensuite, il y a la prime Fairtrade qui est un montant additionnel qui est non négociable et qui est absolument indépendant du prix minimum Fairtrade et qui, lui, est payé aussi à la coopérative et reste au niveau de la coopérative. Et la coopérative, avec ses membres, va décider de manière démocratique qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Est-ce qu'on va investir dans du matériel pour la coopérative, dans des formations? Est-ce qu'on va construire une école? Est-ce qu'on va acheter un bus pour faire le ramassage scolaire, pour s'assurer que les enfants viennent à l'école? Est-ce qu'on va dépenser cet argent-là pour diversifier les revenus, acheter des poules pour avoir des œufs? Donc, tout ça est décidé par la coopérative et est aussi audité. Je reviendrai sur les audits plus tard. Donc, pour nous, c'est vraiment un élément essentiel dans l'approche stratégique de Fairtrade. Ensuite, ce qui est aussi important pour nous, c'est des conditions de travail. Il faut qu'on puisse travailler que les producteurs travaillent dans des conditions qui sont saines, c'est-à-dire pas avec des produits chimiques qu'ils peuvent inhaler, pas avec des outils trop dangereux, pas de travail des enfants, que les femmes aient aussi leur place au sein des communautés. Hein, l'égalité des genres est extrêmement importante et aussi que les jeunes trouvent leur place au sein des communautés. Parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que les jeunes, ils se disent, oui, mais mes parents, ils ne gagnent pas vraiment bien leur vie avec l'utilisation, avec les revenus de notre lopin de terre. Ben, moi, je ne vais pas reprendre l'activité et je vais aller faire autre chose. Ce qui fait qu'on manque de jeunes mains pour reprendre les affaires des parents. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est des communautés très fortes. Fairtrade ne va pas certifier un producteur de cacao ou de café qui est tout seul. Il doit faire partie d'une coopérative parce qu'on croit aussi dans la force du groupe, l'échange des bonnes pratiques, aussi pour la décision de comment la prime est dépensée, ben, c'est fait de manière démocratique et tous ensemble. Le quatrième pilier, c'est la nature. Je l'ai déjà mentionné très brièvement. C'est très important qu'on évite la déforestation, qu'on évite les produits chimiques, qu'on veille vraiment à la biodiversité parce que quand on laisse la nature faire, la nature sait très bien s'autogérer et au plus on intervient, au plus problématique c'est. Donc, on a aussi des éléments très clairs dans nos standards au sujet de la nature. Et puis le dernier point, c'est qu'on est 100% indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous expliquais qu'au sein de Fairtrade, il y a les réseaux des producteurs et il y a les organisations Fairtrade nationales. C'est ensemble qu'on prend les décisions concernant le futur de Fairtrade. Donc, si on veut changer les standards, on va en discuter ensemble. Et autour de la table, il n'y a que les organisations Fairtrade ou les producteurs. Il n'y a pas d'entreprises qui ont voix au chapitre, pour le dire comme ça. Ça veut dire qu'on ne se laisse pas non plus influencer par des entreprises qui voudraient nous voir, par exemple, être moins exigeants sur certains points. Parce que nous, on a des principes, on a des idées qu'on a discutées avec les producteurs et qu'on veut mettre en place. Et on ne veut pas se laisser court-circuiter par des intérêts d'entreprise. Donc ça, c'est les 5 piliers importants qui expliquent ce pourquoi on existe et ce qu'on fait pour les producteurs. Comme je le disais tout à l'heure, un cahier des chartes, c'est un audit. Ici, on ne s'audite pas soi-même, les entreprises ne s'auditent pas elles-mêmes. C'est fait par un organisme externe qui s'appelle Flowcert, c'est une entreprise allemande qui s'occupe des audits à l'international. Donc, que ce soit auprès d'une coopérative au Pérou ou auprès d'une entreprise de transformation en Belgique, c'est Flowcert qui audite. Ça permet aussi une uniformité dans la manière dont les audits sont faits. Donc voilà, pour nous, il n'y a pas de zone grise. Hein. On met la latte haute et on invite évidemment tout le monde, un maximum d'entreprises à nous rejoindre pour ça. Mais ce qui est important ici, on a vu quels sont les avantages pour les producteurs,
Maintenant, je vais brièvement vous montrer quelques avantages non négligeables pour une entreprise ou pour une marque pour travailler avec nous. Donc, premièrement, on est un label qui est connu, reconnu et dans lequel le consommateur a confiance. Le niveau de confiance dans le label Fairtrade est de 84%. Ça a évidemment une valeur pour les entreprises de se dire, OK, c'est un coût, c'est un investissement d'un point de vue administratif, d'un point de vue financier, mais je sais que le consommateur va valoriser ça. Donc ça, c'est assurément un très bon argument pour les marques. Ensuite, quand on fait des études, on remarque que le choix du consommateur, il aura une claire préférence pour le label Fairtrade par rapport à d'autres labels. Ici, on a mis un label qui est celui, on n'aime pas trop parler de concurrence parce qu'évidemment, ils font aussi des choses très bien, mais c'est quand même souvent, quand un choix doit se faire auprès des entreprises, c'est souvent entre Fairtrade ou Rainforest Alliance. Et là, on voit qu'il y a une claire préférence du consommateur au moment de l'achat. Ensuite, ce qui est aussi de plus en plus important, c'est les SDGs, donc c'est les objectifs de développement durable, ODD en français. Et là aussi, en travaillant avec Fairtrade, les entreprises contribuent à 11 des 17 objectifs de développement durable. Nous ne sommes pas la solution ultime, évidemment, mais nous pouvons vraiment contribuer à ces différents ODD. Par exemple, là, le premier, pas de pauvreté, avec le prix minimum et la prime Fairtrade, ça contribue vraiment à améliorer le niveau de vie des producteurs. Ensuite, un label qu'on voit aussi de plus en plus, c'est le B Corp. Donc, B Lab, c'est l'entreprise. Le label, c'est B Corp, que vous voyez au milieu en bas. Et là aussi, on voit beaucoup de similarités et beaucoup, en fait, même de complémentarité entre les deux labels. Et donc, on remarque souvent qu'une entreprise qui choisit pour Fairtrade gagne aussi des points dans la certification B Corp. Et donc là, nous aussi, on essaye de travailler un maximum avec d'autres labels pour se renforcer et pour renforcer les entreprises aussi dans leur stratégie de durabilité. Et alors, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, ce sont les législations européennes. Je mentionnerai la première uniquement, c'est la EUDR, donc European Deforestation Regulation. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une nouvelle directive concernant la déforestation importée. Donc, par exemple, en Europe, on ne peut pas mettre sur le marché des produits qui sont issus de la déforestation. C'est un sujet extrêmement complexe, mais on a vraiment vu une opportunité chez nous de faire évoluer nos standards pour que, en fait, quand vous travaillez avec Fairtrade, que ce soit les coopératives ou les entreprises en Belgique, vous savez que pour le café et le cacao, vous êtes EUDR compliant. Ça veut dire que grâce à Fairtrade, vous savez que votre café ou votre cacao ne vient pas d'une zone qui a subi de la déforestation. Donc ça, c'est l'ensemble des avantages pour les entreprises à travailler avec nous, à côté des avantages pour les coopératives de travailler avec nous. Donc voilà, c'était ma partie de la présentation. Je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, mais voici mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec beaucoup de plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous remercie, Cécile. Donc, effectivement, tu dois partir plus tôt pour des raisons privées inattendues, pardon. Juste peut-être une courte question, parce qu'on est bien d'accord qu'ici, on a parlé essentiellement de produits du Sud. Alors, quid de la réflexion de Fairtrade au niveau international et peut-être de Fairtrade Belgium de s'orienter vers du commerce équitable Nord-Nord? Alors, c'est quelque chose qui existe déjà en fait dans le système Fairtrade. Nos collègues en France, donc Max Havelaar France, eux, ils ont gardé le nom initial Max Havelaar. Eux, ils ont développé des filières dans le lait et je pense aussi dans le blé. Et je sais qu'il y a aussi des filières pour les tomates cerises qui existent. Donc ça, c'est vraiment un choix stratégique de la France de travailler là-dessus, puisque évidemment, c'est un pays où l'agriculture vit énormément. En Belgique, on a essayé de mettre ça sur pied il y a quelques années, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui a pris. Et pour être tout à fait honnête, on a décidé en Belgique aussi de garder le focus sur les producteurs du Sud parce qu'il y a encore tellement de choses à faire à ce niveau-là que aussi en termes de capacité qu'on a en interne, vous avez vu, on n'est pas une très grande équipe. On s'est dit, on a encore tellement de choses à faire sur le café, sur le cacao et sur la banane qu'on va garder le focus stratégique là-dessus, mais on n'exclut absolument pas à terme
d'agrandir notre champ d'action. Mais on tient à l'œil ce que font nos collègues en France et on n'arrête pas de s'en inspirer et de voir si à terme on peut développer quelque chose. Parfait, parfait. Un tout grand merci pour ces informations très Avec plaisir. intéressantes. Merci. Justement, tout ça fait la transition avec le deuxième orateur, Nicolas Ancion, du Prix Juste Producteur, que j'invite à partager son PowerPoint. Yes, Ivo. Pendant que je le charge. Et en France, à mon avis, ils sont en train de se diversifier. Parce qu'ici, j'ai acheté justement un jus de pomme, donc français. Dessus, il est mis en gros prix juste producteur et labellisé Fairtrade avec en tout petit écrit marque Havelaar. Donc de un, à mon avis, ils essayent de nouvelles filières. Et de deux, j'ai l'impression qu'ils commencent à aller vers le mot Fairtrade, tu vois. En tout cas, le label, vous en verrez une photo. Le label est Fairtrade en gros et en tout petit en dessous, il est précisé marque Ouais. Havelaar. Ça, c'est un des projets qu'ils ont mis en place et qu'ils sont en train de tester. C'est pas quelque chose d'étendu, mais c'est des projets pilotes, comme on dit, Oui. et ils voient si effectivement ça fonctionne et qu'il y a une réponse aussi du consommateur sur ce genre de concept. Ça fonctionne? Oui, oui, oui. Parfait. Ok. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Ancion, je travaille au Collège des producteurs. Le Collège des producteurs, en deux mots, euh, son premier métier, c'est de faire le lien entre le terrain, donc à travers la majorité de mes collègues sont responsables chargés de mission de filière, donc il y a 11 filières clés. Ces responsables de filière font le lien entre le terrain, donc des agriculteurs de la spéculation en question qui vont être élus parmi leurs pairs pour représenter et faire transiter l'information à travers, par exemple, quand tu as le grand pour la filière viande bovine, à différentes structures, qu'elles soient politiques ou scientifiques. Et dans ces différents métiers, le Collège des producteurs s'est diversifié et a notamment créé le label Prix Juste Producteur que je coordonne et que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Merci Pierre-Yves de l'invitation. Avec plaisir. Donc, pour commencer la genèse du label, en 2016, le Collège des producteurs discute constamment avec des producteurs qui voulaient travailler sur la question du prix. Donc, effectivement, ça fait bien la transition parce qu'il y a beaucoup, donc forcément, depuis de nombreuses années, et c'est en croissance des labels nord-sud. Et donc, les producteurs ici locaux se voulaient, en tout cas, voulaient avoir un label similaire. Donc, le label Prix Juste Producteur, il va venir répondre à deux besoins. Le besoin des producteurs, qui à travers ce label-là vont aussi avoir un outil de compréhension et de calcul de leur coût de production. Et ensuite des consommateurs. Donc, il y a eu à l'époque une enquête auprès de 1500 consommateurs qui consommaient notamment déjà des produits fair trade, donc commerce équitable et des produits qui viennent du Nord, et qui voulaient avoir un référentiel de sécurité finalement, afin de pouvoir sélectionner des produits locaux équitables. Donc, c'est afin de répondre à ce double besoin que le label Prix Juste Producteur a été créé. En 2017, on a mis en place un cahier des charges, un comité d'éthique et les premiers producteurs ont été labellisés. Le cahier des charges, vous pouvez le trouver sur le site du Collège des producteurs à l'onglet Prix Juste Producteur. Vous choisissez, vous pouvez être soit de consommateur, soit de producteur. Si vous sélectionnez l'onglet producteur, il y aura le cahier des charges qui est public. C'est un cahier des charges qui est très large parce qu'il vise à labelliser évidemment toutes les filières et toutes les spéculations, tous les types de commercialisation. C'est un gros cahier des charges qui ne concerne pas forcément tous les dossiers. Un producteur qui a sa transformation à la ferme en circuit court ne répond pas forcément à tous les critères qui lui sont non applicables, comme une concertation de chaîne, etc. Donc en 2018, les relations publiques ont été faites et des approches auprès d'opérateurs de la filière afin de créer un contrôle complet sur l'ensemble de la chaîne de valeur en fonction des spéculations et des dossiers.
Et en 2019, une procédure de contrôle et de certification, pardon, a été mise en place. Donc les rôles du label, finalement, on va aider au calcul des coûts de production. Donc, ça reste du commerce équitable, il y a un benchmark des différents labels, donc forcément, on va retrouver des lignes directrices qui sont forcément cohérentes et en lien avec d'autres, avec le commerce équitable en général. Donc le premier point, un prix juste producteur, c'est un prix qui doit être en lien avec ses coûts de production. Pour qu'il soit en lien avec ses coûts de production, il faut les connaître, il faut les calculer. Donc ça, le premier rôle du label, c'est d'objectiver le prix de revient, donc le coût de production des produits en sortie de ferme ou en sortie de champ. Les nouveaux débouchés commerciaux, des négociations auprès de négociants, GMS, donc grandes et moyennes surfaces, transformateurs, etc. Mise en place de filières agricoles locales complètes. Donc, dès le début, il y a eu des réflexions globales au sein de certaines chaînes de valeur. C'est comme ça qu'on a labellisé une filière poulet qualité Carrefour, par exemple. Un argument de vente auprès des consommateurs, bien sûr, et des critères repris dans le cahier des charges des marchés publics. Donc ça, on y reviendra, mais c'est un label européen et donc il peut être utilisé, comme le label bio par exemple, il peut être utilisé dans le cahier des charges des adjudicateurs publics. Ça, je pourrais vous envoyer la slide. Donc, au sein du Collège des producteurs, donc la Socopro ASBL, on a le Collège des producteurs, on a Manger Demain, donc avec qui on travaille étroitement. Les équipes de Manger Demain ont fait une extrapolation du potentiel commercial, finalement, que pouvaient représenter les marchés publics, pourraient avoir un devoir d'exemplarité. Donc, finalement, on a remarqué que les marchés publics avaient un potentiel théorique énorme pour notre agriculture locale. Donc un pouvoir commercial énorme et sécurisant, étant donné que généralement, c'est des marchés qui vont s'étendre sur plusieurs années. Et donc, en agriculture, euh, comme on va réfléchir sur plusieurs années, hein, quand on parle d'engraissement d'animaux, de réflexion sur des carnets de culture, etc., ça sécurise effectivement les débouchés et les prix. Alors, les coûts de production, ça c'est une grosse question qui est adaptée à chaque dossier. Et on a dû se la poser dès le début. On pourra en parler après, mais comment les calculer par ferme en moyenne, l'impact sur la qualité, la variabilité des marchés ou des prix fixes. Donc ici, clairement, c'est un calcul qui va se faire par dossier, en fonction que le dossier soit personnel pour une ferme ou en moyenne des différentes fermes actives dans la filière à labelliser et bien sûr de manière majoritaire en des prix fixes, en tout cas qui soient à chaque fois minimal en lien avec le prix de revient, donc le coût de production. Coût de production qui va intégrer bien sûr la main-d'œuvre. Et donc en 2024, on avait plus de 400 produits, euh, près de un petit peu moins de 1000 producteurs, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, et quand même plus de 30% bio, donc ça rejoint ce que tu disais, Pierre-Yves. Je pense que toi, tu as même dit qu'en moyenne, c'était 50%, c'est ça, des produits labellisés plus juste producteurs qui étaient bio. Plus Ici, de nous, on a 50% des produits labellisés Fairtrade sont bio. Fairtrade, voilà, sont bio. Et ça s'explique sûrement par une plus grosse habitude des personnes déjà labellisées bio, donc qui ont, pardon, le téléphone, je regarde, c'est pas urgent, euh, qui ont l'habitude d'être déjà labellisés dans des processus de labellisation qui vont plus facilement, au niveau processus de changement, plus facilement passer le pas du fair trade, de l'équitable ou du prix juste. Et donc ici, maintenant, au sein du label prix juste producteur, on a plus ou moins toutes les filières, on a représenté en Wallonie. Ça va de l'escargot en passant par l'œuf jusqu'à la viande bovine, directement valorisée en ferme, par exemple, dans des boucheries à la ferme ou autres. On est bien sûr en recherche constante de nouveaux labellisés pour simplement les accompagner dans leur réflexion de gestion des prix de vente, ce qui va bien sûr, c'est assez intuitif, hein, mais très simplement pérenniser, si on veut une agriculture pérenne à long terme,
on ne pourra l'avoir, la viabilité économique ne pourra passer que par une rentabilité et un minima, en tout cas, pas une perte. Voilà, c'était tout pour la courte présentation du prix juste producteur. Je serais ravi de discuter des différents aspects abordés aujourd'hui avec vous. Merci Nicolas. Donc, j'aurais une question par rapport à, à la Flandre, en fait, parce que le prix juste producteur, finalement, est né dans le milieu agricole wallon. Sur certains produits, on voit la mention prix juste producteur et sa traduction en flamand, Landbouw Eerlijke Prijs. Mhm. Donc, la question est dans quelle mesure le label prix juste producteur a l'intention de s'étendre en Flandre, voire même à l'étranger, pourquoi pas. Il n'y a pas forcément d'intention, par contre, on peut le faire. On a un labellisé, Fruit at Work, qui est prix juste producteur. Par contre, on n'a pas l'intention de s'étendre. Par contre, évidemment, on serait intéressé que ça se développe partout. Dans ce cadre-là, j'ai rencontré l'administration flamande il y a quelques semaines. Donc, ils s'intéressent à créer des processus de labellisation similaires. Donc, pour ne pas, c'était une très bonne idée pour ne pas faire le travail trois fois. On s'est vu après avoir de leur côté comment ça va évoluer. En tout cas, à l'instant T, si un producteur de la région flamande veut être labellisé plus producteur, il peut le faire, il peut nous contacter bien sûr. Euh, Ce sera mieux si des acteurs flamands prennent en main le sujet. Nous sera avec plaisir qu'on collaborera. Toute transparence, on a commencé à le faire, mais comme tu le sais, tout prend du temps. Voilà. J'espère que ça va Bien sûr, aboutir. bien sûr. Une deuxième question avant de donner la parole à Margot de BioWallonie. Voilà, dans la communication du label plus juste producteur, on mentionne rarement le terme commerce équitable. Pour quelles raisons est-ce que vous considérez comme étant équitable? Et voilà. Ah oui, bien sûr, nous, c'est vrai qu'on utilise prix juste, mais on est commerce équitable. Euh, C'est plus pour mettre Il la n'y a pas valeur il y a en pas une avant. ligne éditoriale spécifique de do ou don't par rapport au mot commerce équitable. Je j'aurais pas remarqué qu'on ne le mentionnait pas. On peut le mentionner plus. C'est vrai que nous, le prisme est plus prix juste et donc de facto commerce équitable. C'est on utilise plus de synonymes parce que c'est notre label et donc forcément on appuie sur le mot prix juste. Mais on s'intègre à 100% dans le commerce équitable. C'est même pas s'intégrer, c'est du commerce équitable tout court. D'accord, merci. Voilà, il est 15h42. Il est temps de donner la parole à Margot Régnier, donc, qui travaille pour BioWallonie, qui va nous parler du label bio. Bonjour à tous. Voilà, donc c'est à mon tour. Moi, je vais vous parler du label bio et du lien avec les objectifs de développement durable. Donc, je vais faire une petite présentation de BioWallonie pour situer. Donc, BioWallonie, c'est une ASBL. Elle est financée par la région Wallonne. Donc, en général, tous les services sont gratuits. Le public cible, c'est les professionnels du secteur bio, que ce soit des professionnels qui ont un projet ou qui sont déjà certifiés bio en Wallonie et à Bruxelles. Donc c'est vraiment tous les acteurs. Donc ça va du producteur, transformateur, distributeur, importateur, point de vente jusqu'à l'Eureka. Dans nos missions, la plus grosse mission, c'est vraiment accompagner les professionnels du secteur bio. Donc pour ça, on vulgarise la réglementation bio via certains livrets. On fait des études sectorielles, des observatoires du marché. Il y a toute la partie aussi encadrement technique. Donc, on a des conseillers techniques, une équipe de conseillers techniques qui vont sur place répondre aux questions des agriculteurs. Il y a tout un volet aussi qui est en cours de finalisation et qui sera disponible en 2026. Ce sont des checklists pré-audit pour le contrôle bio. Euh, une de nos grosses missions, c'est la mise en réseau des opérateurs bio. Donc pour ça, on organise une journée annuelle de réseautage qui a lieu le 10 février 2026, où il y a plus ou moins, l'année passée, il y avait plus de 250 opérateurs sur place ce jour-là. Donc ça permet vraiment d'avoir un échange entre opérateurs, que ce soit agriculteurs, point de vente, c'est vraiment tout secteur. On a aussi une base de données du secteur bio.
Il y a toute la partie support de communication professionnelle avec notre itinéraire bio qu'on peut voir sur la DIA. C'est un exemple où il est publié tous les 2 mois et c'est chaque fois une thématique différente où on essaie d'englober enfin, plein de thèmes différents durant l'année. Donc tous ces documents sont disponibles sur notre site internet en téléchargement euh, gratuite, hein. Et il y a tout le volet aussi formation professionnelle. Donc voilà, c'était pour BioWallonie. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet du label bio. Le label bio, il y a 4 grands principes de l'agriculture bio. Donc la santé, donc c'est santé des consommateurs, santé des agriculteurs, santé des riverains. Il y a la partie écologie, donc c'est vraiment se baser sur la nature, sur la protection de la biodiversité. La santé, le principe de l'équité. Donc, c'est équitable essayer d'être équitable dans tous les maillons de la chaîne, donc, et respecter le bien-être animal. Et il y a le principe de précaution, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est à risque est interdit, hein. Donc, il y a OGM interdit, il y a certains additifs interdits. Donc voilà, c'était les 4 grands principes. Donc au niveau réglementaire, le bio, c'est un règlement strict, hein, c'est un règlement européen. Donc les textes de base, c'est le règlement 848-2018. Et donc ça veut dire que c'est une définition qui est la même pour tous les pays européens. Donc le bio, quand on voit le fameux logo Eurofeuille, c'est que c'est équivalent dans toute l'Europe. Il y a en complément à ça des règlements nationaux et régionaux. Donc ça va toujours préciser certains passages du règlement européen. Donc ça sera toujours plus strict que le règlement européen. Donc le règlement bio stipule des règles pour tous les maillons du système alimentaire. Donc ça permet d'avoir une garantie du bio. Donc ça soit vraiment de la fourche à la fourchette, hein. Euh, le mot bio est protégé, biologique, bio, organique. Tout ça, tous ces mots-là sont vraiment protégés par le règlement européen, donc on ne peut pas l'utiliser comme on le veut. Il y a le fameux logo Rofoy que vous avez probablement dû voir déjà, donc qui est la combinaison entre l'Europe et la nature. Qu'est-ce qui peut être certifié bio? Bah, c'est tout ce qui est destiné, donc qu'est-ce qui peut utiliser le label bio? C'est tout ce qui est destiné à l'alimentation humaine. Donc, que ce soit le produit agricole brut ou aquacole, ou des produits transformés. Il y a aussi tout ce qui est aliments pour animaux, donc que ce soit des animaux d'élevage ou des animaux domestiques. Et les semences et plants aussi peuvent être certifiés bio, ainsi que les arômes naturels, les huiles essentielles, le sel et les levures. Donc, qu'est-ce qui, par contre, ne sont pas couverts par le règlement européen, donc ce qui ne peut pas avoir le label européen. Le logo Rofeuille, ce sont les animaux sauvages. Alors, on ne sait pas de quoi ils sont nourris, donc que ce soit les animaux venant de la pêche ou les gibiers ils ne sont jamais certifiés bio. Les produits cosmétiques, les textiles, les produits d'entretien, les produits phytosanitaires euh, et l'eau. Donc, quelles sont les règles en bio? Donc, pour un agriculteur bio, il n'y aura jamais de pesticides chimiques de synthèse, donc jamais d'herbicides. C'est vraiment les mesures préventives qui priment sur l'intervention. Jamais d'engrais chimiques. Donc, les agriculteurs vont privilégier l'utilisation de lisier, fumier ou d'autres engrais non chimiques. Jamais d'OGM. En ce qui concerne les règles d'élevage bio, parce qu'on pense souvent à la partie production végétale, mais il y a aussi tout ce qui est élevage bio. Donc, dans un élevage bio, l'alimentation doit être 100% bio et une partie locale. Donc, pour les herbivores, 70% des aliments doivent venir de la même région. Et pour ce qui est des poules et des porcs, on est à 30%.
Au niveau du bien-être, il y a aussi des pratiques interdites, pas de cage, pas de gavage pour les oies. Au niveau du lieu de vie, l'espace plein air est obligatoire, donc tous les animaux, même les porcs, même les poulets, ont l'obligation d'avoir un espace plein air et les herbivores doivent pouvoir aller pâturer dès que les conditions météo leur permettent. C'est vraiment des points importants dans la réglementation bio. La densité est aussi définie dans le règlement européen. Donc les animaux ont plus d'espace à l'intérieur et à l'extérieur qu'en conventionnel. Au niveau de la santé des animaux, c'est encore une fois la prévention qui prime avant l'intervention. Mais si jamais ils sont malades, on peut traiter les animaux, évidemment. Ce sera sous prescription vétérinaire et avec le délai légal doublé en bio pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci, aucun résidu de produit, que ce soit dans les œufs, le lait. Mhm. Maintenant, au niveau des règles bio pour un transformateur, bah, toutes les matières premières doivent être bio. En fait, c'est 95% des matières agricoles doivent être bio dans un produit transformé bio. Les 5%, c'est vraiment des règles très spécifiques et définies dans le règlement. Au niveau des additifs, les additifs autorisés en bio sont limités. Donc, on est plus ou moins à 5 fois moins d'additifs autorisés en bio qu'en conventionnel. Et au niveau des procédés de transformation, comme on a dit plus haut, c'est aussi limité. OGM interdit, ionisation interdite, pas de nanoparticules. Donc voilà, tout ça est assez, est assez strict et c'est défini dans le règlement. Donc ici, j'ai fait le lien avec les objectifs de développement les objectifs de développement durable. Donc j'en ai pris quatre. Donc le bio et l'objectif de développement durable 2, donc c'est la fin zéro. Donc le bio favorise une production alimentaire durable et nutritive. C'est d'ailleurs un indicateur que la région wallonne a mis a choisi pour évaluer la Wallonie par rapport aux objectifs de développement durable. Donc on voit ici dans la DIA tout en dessous que le nombre d'exploitations agricoles sous contrôle bio et le nombre d'entreprises transformatrices de produits bio sont dans les indicateurs de cet objectif. Le bio et l'objectif de développement durable 3, donc, c'est-à-dire la bonne santé. Donc le bio permet de préserver la santé des agriculteurs. En effet, il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse, donc pas d'exposition. Et on a vu on sait maintenant qu'il y a un lien entre l'exposition aux pesticides et de nombreuses pathologies. Donc, d'ailleurs, en France, certaines de ces maladies sont reconnues comme des maladies professionnelles du secteur agricole. Pas encore en Belgique, ça va peut-être arriver. Euh, et permet de préserver la santé des consommateurs. Donc, le bio contient plus d'éléments bénéfiques pour la santé et moins d'éléments indésirables. Euh, En effet, dans la petite image ici, on voit que euh, les aliments bio, il n'y a pas d'OGM, pas de nanoparticules et beaucoup moins d'additifs qu'en conventionnel. Donc le bio il permet aussi de préserver la qualité de l'eau. Donc ça, c'est l'objectif de développement durable 6, eau propre. En effet, l'agriculture est une des sources principales d'altération de l'eau souterraine à cause des nitrates et des pesticides. Mais avec l'agriculture bio, comme on a dit précédemment, absence de pesticides et réduction du taux de nitrate dans l'eau. Donc c'est bénéfique pour la qualité. Si la qualité est meilleure, évidemment, ça permet de diminuer le coût lié à l'assainissement de l'eau. Le bio et l'objectif de développement durable 15, donc la vie terrestre. Donc le bio permet de préserver la vie terrestre. Comment? Bah, pas de pesticides, plus de haies, plus de bandes fleuries, la densité d'élevage plus faible, plus de cultures associées,
Donc, toutes ces techniques culturales permettent de préserver les habitats naturels, les pollinisateurs et les sols, et donc la biodiversité, comme on peut voir sur le petit schéma, plus d'oiseaux, plus de pollinisateurs. Là, je suis sortie, je vais... Et encore le lien bio, et encore le lien avec le bio. Ici, j'ai juste mis trois autres objectifs de développement durable, donc le 12, production et consommation responsable. Il y a aussi la lutte contre les changements climatiques, hein. Le bio stocke plus de carbone dans le sol et émet moins de gaz à effet de serre qu'une agriculture conventionnelle. Euh, et pareil pour la vie aquatique, hein. Le bio a quand même un lien et permet de protéger la biodiversité aquatique. Donc voilà, c'était pour la petite présentation du bio et du lien avec les objectifs du développement durable. Ici, les petites images dans Média viennent de notre livret Démystifier le bio, qui est aussi disponible sur notre site internet téléchargeable. Donc, il faut surtout pas hésiter à les consulter. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter dans le futur. Voilà. Un tout grand merci, Margot, pour cette excellente présentation, bien travaillée sur le bio, sur ses liens avec l'objectif de développement durable et aussi les liens notamment avec le bien-être animal. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent en milieu estudiantin, donc c'est quid du lien entre le bien-être animal et le commerce équitable et finalement avec le label bio, donc tu l'as bien expliqué que les animaux ont droit à plus de superficie que dans le marché traditionnel. J'aurais une question par rapport oui, à l'intervention ce que tu as souligné au début par rapport au fait que l'appellation bio est protégée. Est-ce qu'elle est protégée uniquement sur les produits, mais ou aussi sur les organisations? Donc, est-ce que concrètement, un restaurant pourrait écrire bio sur sa façade? Euh, et s'il le fait, est-ce qu'il aurait des obligations? Donc au niveau du bio, toute personne qui veut utiliser la mention bio doit être contrôlée. Ici, donc un restaurateur qui veut mentionner plat bio, restaurant bio, a l'obligation d'être contrôlé par un organisme certificateur wallon. Par contre, un restaurant ne pourra jamais utiliser le logo Orofeuille que j'ai cité précédemment. Donc ça, il ne pourra pas le mentionner. Ça ne fait pas partie du champ d'application du règlement européen. Donc voilà, il y a des critères. La Wallonie donne des critères pour faire certifier un restaurant ou cantine scolaire ou voilà, tout ce qui touche à l'ORECA. Euh, D'ailleurs, cette partie-là va être modifiée aussi en 2026-2027. Donc ça, c'est aussi en cours de discussion pour essayer de- voilà, de simplifier, on va dire. De cadrer, structurer. Ouais. Euh, Très bien. Lors de ma présentation, j'avais mis en avant bien le fait que certaines organisations n'étaient pas labellisées, notamment à cause du coût engendré par la labellisation. Donc, ma question, c'est au niveau du label bio, dans quelle mesure est-ce que c'est contraignant au niveau financier? Dans quelle mesure c'est coûteux? Et la deuxième question qui est liée, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il est normal finalement que des producteurs qui ont une démarche bio doivent payer en plus de leur poche pour, mettre, pour mettre en avant le fait qu'ils sont bio. Est-ce qu'il y a une action, une espèce de plaidoyer par rapport à ça? Donc en effet, c'est un label qui doit être contrôlé et donc ça a un coût. Ça a un coût pour l'opérateur qui se fait certifier bio. Ici, le coût est défini dans l'arrêté du gouvernement wallon. Donc on va dire qu'il y a plusieurs organismes certificateurs qui peuvent certifier l'opérateur pour promouvoir le bio.
mais c'est quand même selon un barème défini dans le règlement bio wallon. Donc, chaque organisme ne peut pas faire ce qu'il veut dans le tarif appliqué, on va dire. Donc ça, c'est déjà une chose. Le tarif dépend de l'activité que l'opérateur fait. C'est un coût annuel. On va dire pour un transformateur, on est à minimum 850 € par an, juste pour avoir en 2025, juste pour avoir donné pour donner une idée de coût. Un point de vente, on serait plus à 300 € par an. Donc voilà, ça c'est vraiment une idée hein, du prix par an. Hein. Évidemment, c'est indexé chaque année et ça dépend de l'activité de l'opérateur. Un opérateur qui a des produits bio et non C'est bio, proportionnel au chiffre d'affaires. au chiffre d'affaires, pour les transformateurs, oui, en nombre d'hectares, d'animaux pour les producteurs et au chiffre d'achat de produits bio pour les points de vente. Donc, c'est vraiment tous des critères définis dans le règlement. Euh, et voilà, ça permet aussi d'avoir le fait qu'il y ait un label qui est contrôlé, c'est aussi la transparence du label bio. Tout le monde ne veut pas l'indiquer. Oui, ça a un coût, mais ça permet d'avoir une garantie sur le bio aussi pour les consommateurs. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question. La deuxième question qui est, donc pour rappel, dans quelle mesure est-ce que Ouais. les pouvoirs publics ne devraient pas justement investir et soutenir financièrement toutes ces démarches bio? Est-ce que c'est vraiment aux différentes organisations, fournisseurs, producteurs, qui eux doivent payer la labellisation bio, donc qui doivent finalement payer parce qu'ils ne polluent pas? Oui, bah voilà, malheureusement pour le moment c'est comme ça. Maintenant, la région est consciente de certaines problématiques du prix, du coût de contrôle, et des discussions ont eu lieu cette année pour savoir comment changer ça. Ça va pas changer de tout au tout, mais il y a une conscientisation des autorités, donc voilà, à voir. Discussion, en tout cas. Oui, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires dans le chat. Nicolas, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, tout simplement, je vais dans le sens de Margot, nous labelliser donc prix juste producteurs qui sont transformateurs et bio. On, on a eu l'info aussi qui est remontée sur le fait que ce soit lié au chiffre d'affaires pouvait représenter un coût significatif pour eux quand les marges, et je pense aux brasseurs notamment, quand les marges ne sont pas forcément énormes, et donc qui peut finalement être un frein. Donc voilà, bon, c'est en discussion pour solutionner ça, et c'est chouette si on peut leur trouver des solutions. Mm. C'est parfait. En tout cas, un tout grand merci aux différents orateurs pour leur participation, pour leur investissement et tout le travail de ce webinaire que vous pourrez retrouver donc sur YouTube et sur les plateformes de la Belgian Fair Trade Federation, sur le site internet www.bftf.be, ainsi que sur le site du projet Fair Trade Schools and Universities www.ftsu.be. Eh bien, une bonne fin d'après-midi à tout le monde et à très bientôt. Merci pour l'organisation, à bientôt, bonne journée, ciao ciao. Merci, au revoir. Merci.